Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Vers une esquisse conceptuelle de la Maison Verte. Michel Malandrin. En 1929, Freud s'interrogeait sur les sources d'où découle la souffrance humaine. Il en signalait 3. La première est la puissance écrasante de la nature, la seconde, la caducité de notre propre corps, la troisième, l'insuffisance des mesures destinées à régler les rapports des hommes entre eux au sein de la famille, de l'État ou de la société. Régler les rapports des hommes entre eux au sein de la famille, de l'État ou de la société n'est pas une mince affaire, surtout si l'on se réfère aux 3 métiers jugés impossibles pour Freud: éduquer, gouverner, analyser. Prendre acte en introduction de cette journée de travail au sujet de la prévention précoce que le trépied conceptuel de la Maison Verte inscrit en ouage 3 impossibles: le social, l'éducatif et l'analytique, nous laisse entendre le subversif de ce dispositif qui s'est ouvert sur la cité en 1979. Il me semble important de préciser dans le contexte de cette journée comment l'on se saisit de ce terme de prévention, qui a une définition très large. Il va de la prévention primaire qui contient une idée de prophylaxie à la prévention secondaire ou tertiaire qui contient en son essence une dimension de soin. Pour nous et sans doute pour la majorité des lieux d'accueil enfants-parents, la prévention ne s'entend que comme une conséquence de la rencontre. Cet objectif de prévention doit s'estomper au profit d'un accueil socialisant, qui est la première disposition offerte aux enfants et aux parents. En effet, depuis maintenant presque 40 ans, la Maison Verte se définit comme un lieu de présocialisation par un accueil chaleureux et convivial, qui peut produire aussi des réaménagements psychiques dus à la rencontre avec l'autre et les autres, le social, la prise en compte à minima des règles de vie, l'éducatif, et l'écoute par les accueillants des émergences inconscientes, ce qu'apporte la psychanalyse. Si j'insiste sur l'image du trépied comme métaphore de cet espace de travail, c'est pour transmettre que accueil, écoute et socialisation ne sont pas des pratiques séparées hermétiquement, mais au contraire enchevêtrées les unes aux autres en permanence, d'où la difficulté à se repérer dans cet amoncellement de matériel qui nous est apporté. Ce trépied conceptuel de la Maison Verte organise la mise en place du dispositif. Il doit discrètement être présent pour que les enfants et les parents puissent s'en saisir. Ces 3 registres bornent et bordent de façon périphérique l'espace et la dynamique de ce lieu. Ils sont présents et y ont toute leur pertinence grâce à un concept organisateur qui vient en clé de voûte du dispositif qu'est l'anonymat. Ce concept organise un point paradoxal. Socialement, il offre aux parents et aux enfants un lieu de vie ouvert sur la cité sans rendez-vous. Il est, pour la cité, un lieu fermé à toute possibilité de contrôle tout au moins nominativement au sujet de l'utilisation de ce lieu pour les parents. F. Dolto disait: nous ignorons le patronyme, l'adresse, le statut économique et social. Nous l'ignorons volontairement. Ce qui importe, c'est que l'enfant soit pris pour lui-même dans son âge, son sexe, avec sa maman, son papa, sa grand-mère, sa gardienne. C'est-à-dire avec la personne auprès de qui il se sent en sécurité et qui le relie, si ce n'est pas l'un de ses parents, directement à eux et qui le fonde fils ou fille d'un tel ou d'une telle, d'un certain âge, et habitant ou non le quartier. Cliniquement, cela nous demande de prendre en compte que chaque journée se vit au présent. Chaque visite d'un utilisateur de la Maison Verte peut être sans lendemain. Ce qui implique dans l'accueil une certaine rigueur dans les implications théoriques de ce sans lendemain. Nous travaillons dans l'ici et maintenant de chaque journée. Nous sommes disponibles à ce qui se présente au quotidien de l'accueil, tout en étant attentifs à ce qui surgit dans l'inattendu d'une rencontre singulière. Il s'agit à la fois d'être à l'articulation de l'éducatif et du social dans l'accueil, mais aussi, ce qui est plus difficile à soutenir, à la jonction de l'analytique et de l'éducatif dans l'écoute. Venir avec son enfant dans un dispositif social, s'y installer, y revenir à son rythme sans avoir à y justifier de quoi que ce soit, y compris de son identité officielle, laisse la place à de nouveaux aménagements psychiques et donc à un déplacement qui est le cœur et le moteur des progrès dits éducatifs de l'enfant. Cette socialisation se situe au carrefour de l'intime et du social. Intime du sujet avec son organisation familiale et confrontation avec le fonctionnement d'un lieu qui a ses règles de vie. Cette pratique doit contenir tous les ingrédients nécessaires pour que se déploient les effets d'un accueil chaleureux et convivial,
et de ce fait laisser la place à l'émergence de cette prophylaxie dont il n'y a pas lieu de faire un spectre maléfique ou un objet phobique. C'est un lieu où l'on doit se sentir bien avec les autres et si possible avec soi-même. Ce déroulement de la rencontre se fait précisément devant et avec les accueillants qui sont présents et attentifs aux manifestations conscientes et inconscientes. Ils y sont présents, comme le disait Françoise Dolto pour elle-même, au titre de citoyens analysés, ce qui redéfinit de façon tout à fait particulière l'idée psychanalytique et la pratique qui en découle pour l'ensemble de l'équipe. Cette précision et la position que Dolto prend à l'époque vont fonctionner comme un nouveau signifiant et produire une nouvelle donne au moment de la création de la Maison Verte. En effet, ses collègues analystes n'étaient pas prêts à se définir comme citoyens analysés, comme si l'appellation allait déstabiliser leur fonction d'analyste au sein de l'équipe. Nous retrouverons les traces de cette réticence et résistance quand en 1984, l'équipe dans sa presque unanimité décide que chacun se définirait comme accueillant. À savoir que chacun était porteur du dispositif et responsable au sein même d'une collégialité, sans être soumis à la verticalité d'une hiérarchie, mais dans l'horizontalité de nos échanges. Cela introduit qu'il peut y avoir dialectique, sur des positions subjectives prises par chaque accueillant au cours d'une réunion de travail. Socialisation, éducation et psychanalyse sont donc nos repères théoriques, les outils avec lesquels nous travaillons. Ils sont présents de façon synchronique mais pas antinomique. Ils ne sont pas paradoxaux et aucun de ces trois registres ne prend le pas sur les autres. Ce triptyque n'a pas toujours été facile à accepter dans le monde éducatif comme dans le monde analytique. En son temps, Freud considérait l'activité psychanalytique comme difficile et exigeante. Elle ne se laisse pas, disait-il, manier aussi aisément que des lunettes qu'on chausse pour lire et qu'on enlève pour aller se promener. Freud émettait des réserves quant à l'application de la psychanalyse à l'éducation. L'enfant peut traverser, disait-il, dans les premières années de sa vie, des états qu'on peut assimiler aux névroses, mais en aucun cas il ne peut être considéré comme un névrosé dans la mesure où il est en pleine construction psychique. Toujours pour Freud, le point de passage entre éducation et psychanalyse est le symptôme. En éducation, la psychanalyse n'est qu'un moyen auxiliaire. Je pense que la Maison Verte ouvre une alternative à la psychanalyse dans son lien à l'éducation. Elle devient présente dans l'éducation, et non plus un auxiliaire extérieur à l'éducation. Dans ce dispositif, le symptôme de l'enfant n'est pas préval, ce qui est privilégié dans la rencontre avec le tout-petit, c'est l'urgente sollicitation de la vie qui contraint l'enfant à interpréter, à traduire ou à symboliser. Pour mettre en exergue cette urgente sollicitation de la vie qui contraint l'enfant à interpréter, à traduire pour pouvoir symboliser, je vais reprendre pour conclure un instantané qui s'inscrit dans le hic et nunc d'une rencontre qui pouvait être sans lendemain. Une petite fille de 2 ans arrive pour la première fois avec sa maman à la Maison Verte. À ce moment-là, je ne suis pas spécialement en relation avec elle. Cette petite fille s'approche de moi, puis elle se plante en face de moi. Elle me pointe du doigt et me dit d'un ton autoritaire. « D'abord, toi tu n'es pas mon papa. » La mère à ce moment-là intervient un peu gênée. « Pourquoi dis-tu ça ? Ce monsieur n'est pas ton papa, ton père est présent, il vit avec nous, tu le reverras ce soir. » Malgré cette intervention de sa mère qui restitue cet enfant dans sa réalité familiale, cette petite fille réitère son propos avec la même conviction. « Oui, mais toi tu n'es pas mon papa. » Je m'adresse à elle et lui dis qu'elle a envie de parler d'un papa, peut-être pas forcément du sien, et j'introduis un bavardage avec la mère qui nous amène à parler des grands-parents de cet enfant. La mère me dit le trouble que lui a provoqué la question de sa fille, car elle-même a été adoptée, n'a donc pas connu son père, et elle se demandait dernièrement avec son mari comment elle pourrait en parler à leur fille. Comme celle-ci était présente à cette conversation, je lui fis remarquer que cela était chose faite, et en m'adressant à sa fille je lui dis que sa mère pouvait maintenant lui parler de l'histoire de sa famille et cet enfant est parti tranquillement rejoindre d'autres enfants. Dans cette séquence j'emploie le mot bavardage. Ce bavardage, auquel nous sommes souvent exposés, qui n'est pas à prendre comme un préalable à une parole plus signifiante qui devrait surgir, car souvent elle s'en tient à cette forme d'énonciation, mais qui est à prendre en référence à Lacan comme un texte qui a toute son importance. Dans le séminaire de la relation d'objet à propos du petit Hans, Lacan nous dit « Qu'est-ce que le petit Hans ?
Ce sont les bavardages d'un enfant de 5 ans entre le 1er janvier et le 2 mai 1908. Ces bavardages ont tout leur intérêt. Ils ont à voir avec la phobie du petit Hans. Avec tous les ennuis qu'elle apporte à la vie du jeune enfant, et toutes les inquiétudes qu'elle suscite dans son entourage et tout l'intérêt qu'elle a pour Freud. Mais ajoute-t-il, s'il est nécessaire d'élucider le rapport entre le bavardage et la phobie de Hans, il n'y a pas lieu d'aller chercher un au-delà du bavardage qui ne nous est nullement présenté dans l'observation. Et il continue, « Je voudrais que vous preniez un peu de recul sur cette observation. Est-ce une cure ? Assurément, je n'ai pas dit que c'était une cure, j'ai dit que c'était un texte qui avait une fonction fondamentale dans notre expérience. Je trouve ce passage de Lacan très intéressant. Il parle du lien entre la phobie du petit Hans et le bavardage de l'enfant, mais il me semble tout aussi pertinent quand il concerne un enfant qui ne vient pas avec un symptôme mais juste avec une question, comme cette petite fille. Il donne toute sa dimension au bavardage de l'enfant et de la mère, trop souvent pris comme des banalités. Et toute son importance à entendre le texte de l'enfant, dans le hic et nunc de son surgissement. Chaque âge, disait Françoise Dolto, ne peut se construire que du savoir par son expérience. Mais tout savoir n'est qu'une scission entre une question qui semble résoudre et une autre qui cherche réponse. De quelle prévention parle-t-on lorsqu'on pense la vie psychique ? Roberta Mazzilli. Cette intervention s'est esquissée à partir d'une expérience concrète. Une année de stage passée à la Maison Verte, ce lieu de vie singulier, créé par un ensemble de professionnels qui travaillaient en lien avec l'enfance, avec et autour de Françoise Dolto. Merveille et étrangeté ont marqué ma rencontre avec la Maison Verte, dispositif original où s'entremêlent éducatif, social et analytique. Dès son ouverture, elle se présente comme un espace d'accueil et d'écoute des tout-petits, qui viennent accompagnés de leurs parents ou de ceux qui s'en occupent. C'est un espace pour partager un moment ensemble, lieu de rencontre avec d'autres enfants, d'autres adultes et des membres de l'équipe. Lorsque j'utilise le terme écoute, j'entends par là le profond sens de l'écoute de l'inconscient. La relation de l'enfant à ses parents et des parents à leur enfant est au centre de ce processus. C'est pour cette raison que l'enfant n'est jamais accueilli seul. Comme l'a fait remarquer Winnicott, un bébé ça n'existe pas. La psychanalyse se trouve au cœur de la Maison Verte. Mais attention, la pratique quotidienne de l'accueil ne doit pas se confondre avec le traitement analytique. Si le psychanalyste n'y exerce pas sa fonction typique, la psychanalyse, en tant que forme de compréhension des processus humains, y trouve sa place. L'une des caractéristiques marquantes de cette structure est qu'elle a été conçue dans une logique de prévention dès son premier souffle. Au sein du projet de Centre de l'enfance, projet à l'origine de la Maison Verte, il était ainsi déclaré. L'expérience nous montre qu'il n'est pas judicieux d'attendre que les parents viennent consulter dans les CMPP. Quand les troubles caractériels ou somatiques sont apparus, quand les difficultés scolaires se sont développées, il est souvent trop tard. Nous avons perdu un temps précieux. Il serait préférable d'intervenir quand flambent les premières jalousies, quand les premières séparations viennent angoisser l'enfant. Dolto, dans le cadre de ses prises en charge d'enfants, s'était rendu compte que les difficultés ressenties par ces jeunes patients étaient fréquemment engendrées très tôt en amont. Pour elle, il existait l'impératif d'un travail à faire à temps, avant que le symptôme n'émerge et se cristallise. Cette période se situerait avant le 4 ans, moment de constitution subjective où surviendraient les premiers malentendus entre parents et enfants. Cependant, au-delà de l'approche de Dolto, la notion de prévention se montre polysémique et s'est glissée au fil des années dans de nombreux discours sociaux. Par ailleurs, elle n'appartient pas historiquement au domaine de la psychanalyse. Apparue un temps sous la plume de Freud, avant qu'il ne mette en doute la possibilité de réaliser une prophylaxie efficace des troubles névrotiques, comme nous le verrons. Il s'agit d'un concept dont les psychologues cliniciens, et notamment les psychanalystes, se sont toujours méfiés. Si nous consultons le dictionnaire étymologique et historique du français, prévention voit ses origines autour du XIIIe siècle. Le mot prévenir vient du latin pravenir où pré veut dire avant et venir, venir avant. Ainsi, dès ses origines, elle s'est trouvée constamment associée à la possibilité d'effectuer une anticipation, traduite comme une volonté de prévoir le futur. Dans notre société, la prévention devient une préoccupation centrale, notamment vis-à-vis de la petite enfance.
Prévention est une notion controversée. Freud, dans le corpus théorique de son œuvre, n'a pas utilisé le terme prévention. Il parlait plutôt de prophylaxie. J'aimerais approfondir ce sujet, avec comme point phare la question de la temporalité. Au début de son parcours, Freud s'intéressait aux causes des troubles névrotiques et recevait ses premières patientes, les hystériques. Le psychanalyste a d'abord cru avoir trouvé, à l'origine de ces symptômes, un trauma de nature sexuelle. Toutefois, pendant qu'il développait la notion de trauma, il découvrit l'inconscient et s'aperçut que celui-ci n'obéissait pas à une temporalité chronologique et linéaire. Il défendit ainsi que le caractère traumatique d'un événement n'émergeait pas au moment où celui-ci s'était produit, mais lors de l'occurrence d'un second événement, qui lui donnait un nouveau sens. La constitution subjective, quant à elle, serait le résultat de plusieurs temps, instaurés et repris rétroactivement dans un va-et-vient. Voyons ce qu'Avanier suggère à ce propos. Dans la dynamique de la cure, ce n'est pas ce qui est avant qui est décisif, et Freud le rappelle dans le texte qui rend compte de la première analyse d'enfant. Ce qui émerge de l'inconscient pourrait être compris non à la lumière de ce qui précède, mais à la lumière de ce qui suit. Cette recommandation qui concerne le travail de la cure peut se lire d'une façon plus extensive, comme une indication concernant la dimension d'après-coup inhérente à la psychanalyse et à l'élaboration métapsychologique. Seule la cure analytique, dira Freud, donne accès à ces temps reculés que l'on identifie à l'enfance. Ainsi, nous disons que le dispositif classique analytique se situe normalement dans un moment d'après-coup, lorsqu'il y a une problématique psychopathologique déjà structurée. Malgré cet avertissement, Dolto choisit de concevoir un projet de prévention innovant. Elle défend : j'ai toujours pensé pour ma part que le rôle du psychanalyste ne se limite pas à la conduite des cures, ni à la capitalisation égoïste d'un savoir, mais s'étend, prenant racine dans son expérience de la souffrance humaine, au-delà de son cabinet et de ses concepts, à des interventions quotidiennes. Mieux vaut prévenir que guérir. L'arrivée d'un nouveau-né est une expérience bouleversante, par le simple fait que parents et bébés sont d'abord étrangers l'un de l'autre. Cette situation peut entraîner des complications qui frappent à différents degrés chaque membre de la famille, jusqu'à ce que chacun trouve sa place dans cette dynamique. De plus, père et mère se retrouvent souvent esselés dans cette nouvelle expérience. Pour traverser cette épreuve, Dolto défendait l'importance de pouvoir mettre des mots sur les difficultés au moment où elles apparaissent, en incluant le bébé dans le processus. Elle reconnaissait la place de l'enfant comme un être de langage, habité par un désir dès sa conception. Cette reconnaissance du sujet enfant est un pilier de son travail, et l'un de ses plus remarquables héritages. Elle nous énonce ainsi sa proposition de travail. On devait pouvoir éviter au cours de premiers mois de vie des souffrances inutiles venues de tensions, d'angoisses de l'enfant avec ses parents. Ces angoisses viennent de non-dits, des malentendus, du jeu des intersubjectivités enracinées dans l'histoire de chacun. Cette affirmation m'interpelle particulièrement. La théorie psychanalytique a permis d'éclaircir le fait que la souffrance fait partie de notre condition et serait indispensable à la constitution même de notre subjectivité. Alors, comment soutenir qu'il y aurait souffrance inutile d'un côté et souffrance utile de l'autre ? Une telle interrogation n'est pas sans me rappeler Lacan, lorsqu'il souligne la dimension du désarroi de l'être humain en général et de l'enfant en particulier, dimension constituée par l'énigme du désir de l'autre. Quand le sujet entre dans le monde du langage, il subit nécessairement un manque fondamental, un manque à être, puisqu'aucune parole ne peut dire le dernier mot sur la vérité de l'être. Le désarroi consisterait donc en une condition structurelle face à laquelle chacun devait se situer. Revenons à présent à la maison verte. Ici, nous rencontrons de jeunes enfants dans un moment de constitution subjective que nous pouvons imaginer comme une sorte d'avant-coup. La prévention est indissociable au temps. De manière générale, elle évoque le futur du bébé, mais pas seulement. À la maison verte, le temps de l'accueil est caractérisé par le moment présent d'une rencontre parfois sans lendemain. Nos interventions s'élaborent autour de cette rencontre, et nous ne savons pas si l'enfant reviendra. De cette façon, comment pourrions-nous anticiper les souffrances de chacun ? Et comment savoir ce que nous sommes en train de prévenir ou de soigner ? Eu égard à la temporalité inconsciente,
nous remarquons l'impossibilité d'anticiper les réponses de l'enfant aux événements qui marquent sa vie. En conséquence, nous éprouvons les mêmes difficultés à anticiper les effets possibles de nos actions. Comme le soutient S. Giampino, dans le domaine psychique, il est impossible de prédire. Enfin, l'idée d'avant-coup peut elle aussi être remise en question. Lorsque nous recevons une femme enceinte à la Maison Verte, pouvons-nous affirmer que nous nous situons dans cet instant de l'avant? Du point de vue du bébé qui n'est pas encore né, nous pourrions l'envisager. Cependant, du point de vue de la future mère, avec son histoire, ses fantasmes, sa vie psychique, dans quelle mesure pourrions-nous encore le soutenir? Et comment appréhender le futur père? L'enfant n'est-il pas né du désir de ses parents? Et pourtant, malgré ces questionnements a priori centraux pour penser l'avenir de l'enfant, l'actuel discours social n'hésite pas à diffuser l'idée qu'une prévention prédictive soit possible. En effet, les pratiques médicales contemporaines incitent à intervenir avant l'apparition du symptôme, en réponse à des dénommés critères de risque. Elles se basent sur la croyance que nous pouvons connaître toutes les causes de souffrance et les éviter. Or, ces motivations risquent d'être soumises aux idéaux de normalisation. N'est-ce pas un hasard si l'on retrouve de manière récurrente le thème de la prédictibilité des destins humains dans les dystopies, ces utopies qui virent systématiquement au totalitarisme? Nous nous demandons dès lors comment le dispositif de la Maison Verte pourrait pointer vers un autre type de prévention, c'est-à-dire qui ne stigmatise pas, qui ne fasse pas office d'oracle. 38 ans après l'inauguration de la Maison Verte, et après l'ouverture de nombreux lieux d'accueil inspirés du projet, comment la prévention s'y actualise-t-elle aujourd'hui? La notion de prévention dans le champ social contemporain. Maria Otero Rossi. L'État met en place une politique de prévention qu'implique une détection précoce du symptôme de l'enfant. Comme exemple de cette politique de prévention et du soin qui caractérise notre société moderne, nous pouvons citer. D'un côté, l'usage acritique et abusif du DSM-4 qui crée une sorte d'épidémie du diagnostic de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et la médicalisation qui s'ensuit, avec une augmentation de prescription de psychotropes, notamment de la Ritaline, au niveau national. En effet, les institutions pédopsychiatriques sont menacées par une conception médicamenteuse de la maladie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.